Capsule vidéo numéro 9. On écoute Luc Poirier de TVA. Oui, Sylvain, c'est ici que tout a commencé au Café de la Gare avec une première explosion, juste derrière, au parc Canin, alors que les deux chiens avaient amorcé un combat. Des cris insoutenables des deux molosses avaient été entendus, avant qu'ils n'explosent et soient démembrés par la force de l'explosion. Un suspect du nom de Robert Drolet, riche homme d'affaires de Villemont-Royal, aurait été arrêté et interrogé en relation avec cet événement. Une semaine plus tard, c'était au tour du fourgon blindé de Sécure d'exploser, tuant sur le coup son conducteur. Thierry Lagarde, un retraité de la ville et résident de Villemont-Royal, serait le principal suspect. Il aurait été vu invectivant un employé de Sécure avant de lancer un engin explosif sur le fourgon, tuant sur le coup son conducteur. Nous avons tenté de parler à sa copine Rita Duguay, coiffeuse ici au centre-ville, et celle-ci s'est refusée à tout commentaire. Les deux suspects, Robert Drolet et Thierry Lagarde, seraient deux anciens collègues de la Ligue de hockey exécutive de Villemont-Royal. Coïncidence ou non, certains résidents se demandent si cette Ligue de hockey ne fabriquerait pas des monstres. Avec ces deux événements, on nous dit que le parc de la Gare demeurera fermé pour au moins la prochaine semaine. Ici Yves Poirier, TVA. Effectivement, le café resta fermé une semaine. Mais dès sa réouverture, les clients affluèrent pour venir y discuter des deux tragédies et tenter d'obtenir plus d'informations. Les deux amis inséparables, Mike et le maire Pierre Massoud, furent les premiers à venir discuter de la situation. Écoutons-les. Pierre, les deux explosions soulèvent tellement de questions. Mike, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, selon les témoins, il n'y avait aucune flamme ou teinte jaunâtre lors des explosions. Il y avait à peine une fumée blanche qui est apparue. C'est vraiment bizarre. Mike, t'as raison, et selon Benoît, mon chef de sécurité publique, aucune trace d'explosif a été trouvée sur les lieux ou chez les suspects. Les policiers me semblent vraiment dépassés par les événements. Exact. Et les cadavres n'étaient même pas brûlés, mais en état d'ébullition. Ça, c'est pas normal, Mike. Oui, puis j'ai demandé l'avis à mon ami scientifique, là, qui est un chimiste, Martin Landry, puis il me confirme que c'est pas habituel. Puis il propose de démarrer une enquête en parallèle à celle de la police pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais Pierre, on va avoir besoin de ton aide. D'accord, mais comment je peux vous aider? Ben, on va avoir besoin d'accès aux caméras de surveillance, puis aux transcriptions d'interrogatoires, si c'est possible. Puis de plus, Martin aimerait ça installer des appareils de mesure pour capter les signaux là, qui pourraient servir d'indice s'il y avait une future explosion. Mike, tout comme toi, là, je suis certain que Robert et Thierry n'ont rien à voir dans ces explosions. Donc, l'aide de ton ami scientifique, c'est la bienvenue, et j'accepte avec plaisir de vous aider. Mike et Pierre furent interrompus par deux agents immobiliers réputés de Villemont-Royal, Kurt et Mallory de IMAX. Wow! Ceux-ci firent part au maire de l'inquiétude grandissante des résidents à la suite des deux explosions, ajoutant que plusieurs songeaient à vendre leur propriété. Comme auteur, permettez-moi de faire une parenthèse et de vous avouer que pour les personnages de Kurt et Mallory, je me suis inspiré de deux vrais agents immobiliers de Villemont-Royal, soit Valérie et Kyle de Remax. Et pour avoir travaillé avec eux, je vous les recommande fortement. De retour au Café de la Gare, après la visite des agents immobiliers, ce fut au tour de Rita et Marie de se présenter à la table de Mike et Pierre. Rita voulait s'excuser d'avoir insulté le maire sur la terrasse de Pizza Folie le soir de la deuxième explosion. Peu après, ce fut l'avocat Georges Khalil qui vint s'asseoir à leur table. Je vous rappelle que ce dernier représente les deux suspects dans les explosions, soit Robert Drolet et Thierry Lagarde. Mais pendant que Georges, Mike et le maire discutaient des événements, l'inspecteur Baker fit irruption et ordonna à l'avocat de le suivre au poste pour interrogatoire. Voici un extrait d'interrogatoire. Maître Khalil, n'est-il pas vrai que vous avez envoyé une lettre de menace anonyme au président de Sécure une semaine avant l'explosion du fourgon? Oui, mais c'était juste pour mettre de la pression, parce qu'il n'avait jamais donné suite aux plaintes des citoyens contre le bruit et la pollution des fourgons qui sillonnent le centre-ville Villemont-Royal. Votre client, Thierry Lagarde, était-il au courant de vos démarches? Oui, c'était de ma seule et unique initiative. N'est-ce pas vous qui avez encouragé M. Lagarde à faire exploser le fourgon? Non, pas du tout. Écoutez, ce n'était pas brillant de ma part d'envoyer cette lettre, mais je vous assure qu'il n'y a aucun lien avec l'explosion. Maître Khalil fut finalement libéré et aucune charge fut portée contre lui. Mais Thierry Lagarde dut rester derrière les barreaux. Entre-temps, Mike et son ami scientifique Martin Landry démarrèrent leur enquête parallèle. Est-ce que cela donnera des résultats? Est-ce que les mystères entourant les explosions seront résolus?
C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre intitulé « Ça devient plus qu'inquiétant ». Entre-temps, je vous laisse sur une petite vidéo qui, j'espère, vous divertira. À bientôt! Les Olympiques de 2024 à Paris ont sans contredit été un succès phénoménal. Il faut dire que pour arriver à leur fin, les organisateurs disposaient d'un budget de plus de 10 milliards d'euros, soit plus de 15 milliards en dollars canadiens. Mais à quoi auraient pu ressembler les Jeux avec un budget beaucoup moins important? Mais combien? Vous dites 1 milliard? 1 million? Mais allons-y avec un budget de 100 000 $ et allons retrouver Céline Galipeau de Radio-Canada qui fait le bilan de ces Olympiques économes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les rideaux se sont fermés sur les Olympiques de Paris et son budget de 100 000 $ et le verdict est unanime. C'est la catastrophe et les critiques fusent de toutes parts. Nous vous présentons ce soir une revue de cet événement à budget restreint. Le tout a commencé avec le spectacle d'ouverture sur les bords de la Seine, très agité, avec des embarcations de piètre qualité. Comme on dit ici, ça brassait en tabarouette. On voit ici les images du premier groupe d'athlètes représentant l'Uruguay, pris dans la tourmente, ne réussissant qu'à tourner en rond. Suivi des Américains, ayant de la difficulté à se frayer un chemin. Ce fut ensuite au tour de la Belgique de prendre une bonne tasse de thé, tout comme le Kazakhstan. Finalement, il y a eu l'Ouganda, dont l'embarcation a failli chavirer et qui malheureusement s'est mise à couler. Cette cérémonie d'ouverture s'est clôturée en soirée à la Tour Eiffel avec comme grande finale la prestation d'un artiste québécois comme invité surprise. René Simard, habillé par Coto la Guinée, y a fièrement représenté le Québec avec sa chanson « Chante la 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 ». Wow! Par la suite, nous avons été témoins de diverses compétitions. Plusieurs fédérations sportives s'étant désistées à ces jeux à faible budget, de nouvelles disciplines furent créées, dont certaines plus loufoques que d'autres. Par exemple, on a droit à la nouvelle discipline du lancer de la morue, fraîchement pêchée de la Seine, suivi de la levée de la BMW, et puis du tir aux orteils. Vient ensuite la poursuite du camembert qui, lancé du haut d'une colline, peut être attrapé par les athlètes. Une discipline tout de même dangereuse. Et finalement, la fameuse compétition de bataille d'oreiller. Il y a aussi eu à ces jeux des compétiteurs de qualité douteuse, dont cet athlète du Kiribati, un pays inconnu, qui n'a eu aucun point à l'haltérophilie, mais qui s'est repris à la danse. Ou ce sauteur à la perche, qui n'a jamais atteint la perche. Non, 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 non. Ou ces athlètes peu habiles en gymnastique. Ouch! Aïe aïe! Et finalement, ce sauteur au tremplin de 10 mètres qui a totalement raté son plongeon. Oh my gosh! Avec un budget restreint, plusieurs équipements étaient de piètre qualité, comme des tremplins défectueux, des anneaux qui se brisent, des terrains glissants, des filets de tennis qui se fondent, et finalement, les conditions insalubres de la Seine pour les compétitions de natation. De plus, le manque d'équipement a suscité des vols, dont ici 2 équipes tentant de voler le même kayak. Et le vol d'un surf par un autre surfeur qui soudainement a enlevé le surf sous les pieds de son compétiteur. Et que dire de la cérémonie de fermeture des Jeux, où les organisateurs ont manqué de budget pour les costumes alors que les athlètes ont dû parader presque à poil.